Les titres, le chef de l'État avait demandé une enquête rapide au lendemain du drame de Inata. C'est chose faite, le rapport d'enquête a été remis au président du FASO cet après-midi même par le ministre de la Défense. Toutes les images dans un instant. Et c'est dans ce contexte qu'à Dablo, une commune située à 90 km de Kaya, la vie des populations est devenue de plus en plus infernale depuis les assauts répétitifs des terroristes. Nous vous emmenons ce soir dans une commune où on n'a pas le choix, fuir ou périr. Et puis, conscient de la menace qui pèse sur la sous-région ouest-africaine, les chefs d'État de la sous-région ont initié ce qu'il convient d'appeler l'initiative d'Accra, des opérations conjointes de sécurisation. Plusieurs interventions ont eu lieu, dont la dernière en date, l'opération Koudangu 4 a permis de neutraliser environ 300 individus avec plus de 5000 hommes de 4 pays engagés. Le point a été fait par le ministère de la Sécurité. Dans ce journal, également, à Bobo du Lasso, un gigantesque incendie s'est déclenché sur l'immeuble Wekdo. Un incendie qui a ravagé tout l'immeuble. Les flammes se sont déclenchées aux environs de 21h30. Il n'y a pas eu de pertes en vie humaine, mais les dégâts matériels sont très importants. Voilà pour le sommaire. Bonsoir et bienvenue. Désolé pour ce retard. Qu'est-ce qui s'est exactement passé au camp de détachement de gendarmerie de Inata le 14 novembre dernier? Ce jour-là, au moins une cinquantaine de gendarmes ont été tués lors d'une attaque terroriste dans des conditions assez troubles. L'onde de choc a amené le chef de l'État à commanditer une enquête express. Les résultats sont fin prêts. Le rapport a été remis au président du FASO cet après-midi, même par le ministre de la Défense. Vous pouvez le voir, le général Barthélémy Semporé remettant le rapport d'enquête sur Inata à Roch-Marc Christian Kabouré, comme vous pouvez le voir sur ces images. Il faut préciser que rien n'a filtré de son contenu. Les journalistes présents n'ont été autorisés à poser aucune question pour l'instant. Donc, c'est presque l'omerta sur la tragédie de Inata. Et un peu plus tôt, dans la matinée de ce mardi, le ministre de la Défense s'est rendu au camp de gendarmerie de Paspanga. Le général Barthélémy Semporé est allé présenter ses condoléances et apporter tout le soutien de l'État à ce corps des forces de défense et de sécurité qui a payé le plus lourd tribut de l'attaque du camp de Inata. Il faut le rappeler, une cinquantaine de gendarmes au moins ont été tués. Abdourazak Traoré. C'est un Barthélémy Semporé qui a renoué avec la tenue militaire qui a franchi l'état-major de la gendarmerie nationale ce 30 novembre. Le ministre de la Défense entreprend cette visite après 2 semaines particulièrement meurtrières pour les gendarmes. Il y a eu Inata mais aussi Foubé. Plus de 60 soldats ont été tués dans ces attaques terroristes. Avec les acteurs de la chaîne de commandement, le général Barthélémy Semporé va échanger pendant plus d'1 heure. À sa sortie, il est compatissant. Il présente ses condoléances avant d'aborder ses projets en faveur de ce corps désormais en ligne de défense dans la lutte contre le terrorisme. Les interpeller sur les perspectives d'avenir qui se dressent pour la gendarmerie nationale qui entend très bientôt être un outil sur lequel nous allons développer plusieurs axes dans le sens donc, de les rendre plus capables d'assumer davantage les missions de sécurité intérieure et de défense qui leur sont confiées. De bonnes perspectives donc pour la gendarmerie, mais est-ce suffisant pour calmer la tension? Barthélémy Semporé le sait, ici, la perte d'autant de frères d'armes choque. Surtout, des pertes dans ces conditions. Une grogne n'est jamais loin. Alors, après le commandement, le ministre Semporé va à la rencontre des sous-officiers. Nous avons trouvé un personnel très engagé, toujours mobilisé, et nous les félicitons pour cela. Nous avons donc lancé des messages de cohésion interne afin que ces événements ne soient pas des occasions de division, mais plutôt nous interpellent sur la nécessité de rester unis
dans la solidarité pour poursuivre la lutte. Je pense que le message a été entendu. Aller fréquemment à la rencontre des troupes partout où elles sont, c'est désormais la dynamique. Il en sera ainsi conformément aux directives du chef de l'État, a indiqué le ministre de la Défense. Une visite qui intervient au moment où les résultats de l'enquête sur le drame d'Inata sont disponibles. Interpellé sur la question, Barthélemy Sempori n'a pas voulu s'y aventurer. Merci beaucoup, c'est bon. Monsieur le ministre, l'occasion faisant le larron, en sommes-nous avec l'enquête? Sans doute l'une des conséquences de la tragédie de Inata, on assiste depuis 24 heures à un profond réaménagement au sein du haut commandement de la gendarmerie nationale. De nouvelles nominations ont été effectuées. Les premières, deuxième et troisième régions de gendarmerie ont changé de commandant, plusieurs groupements départementaux aussi, ainsi que des unités spéciales et des sections. On parle au moins d'une dizaine de nominations. Et en attendant que tout cela se mette en place, et bien sur le terrain, c'est la croix et la bannière pour les populations civiles dans de nombreuses provinces et communes. Ce soir, nous vous amenons dans la commune de Dablo, région du Centre-Nord. Dans cette localité, les assauts répétitifs des terroristes depuis plusieurs années ont provoqué la fuite progressive de familles entières. Un exode forcé qui s'est accéléré ces dernières semaines dans des conditions assez pénibles, selon les témoignages que vous allez entendre. C'est un récit d'Abdourazak Traoré. Dablo, commune rurale située à 90 km de Kaya, n'est désormais que l'ombre d'elle-même. Dans cette localité du centre-nord, les persécutions terroristes ont débuté en 2019 avec des enlèvements. Un pasteur et 5 de ses fidèles ont été tués à cette époque, et depuis lors, les annexions se sont poursuivies. Entre-temps, c'est le détachement de la gendarmerie installé dans la commune qui contribuait un tant soit peu à redonner espoir. Mais depuis la semaine dernière, le détachement a plié bagage sous la pression des groupes terroristes et bonjour les dégâts. La commune s'est complètement vidée de ses 20 000 âmes. Ce groupe d'habitants fait partie des derniers villageois à sauver leur peau. Les témoignages sont effroyables. On comptait vraiment sur les forces de l'ordre, mais nous nous sommes levés un matin et on ne les a plus vus. Ils sont tous partis. 3 jours après leur départ, les terroristes sont venus à Dablo. Ils étaient environ 150 terroristes, lourdement armés. Ce jour-là, personne n'a été tué, mais ils paradaient partout en faisant des tirs en l'air. Des maisons, des greniers et des appartements ont cependant été incendiés. Le bétail a également été emporté. La vie à Dablo était donc devenue infernale. La fuite s'est présentée comme l'unique alternative. Ce sont les hommes qui étaient pris pour cible. Ce sont eux que les terroristes tuaient prioritairement. Ils devraient donc préparer la fuite sans se faire repérer par les nouveaux maîtres des lieux. Après eux, les femmes ont organisé leur départ de la commune. C'est la faim qui sévit ici. Nous n'avons rien. Quand les terroristes arrivent, ils tuent nos maris, certains sont kidnappés. Ils nous dépouillent de tous nos biens comme nos animaux. C'est pour cela que nous avons quitté Dablo. Dans notre fuite, ils sont même allés avec mon fils de 10 ans au nom de la religion, disent-ils. Ils m'ont déshabillé, me faire coucher sur la route, me frapper. Beaucoup ont été tués. En chemin, on ne pouvait pas compter les cadavres, tellement ils étaient nombreux. Certains ont retrouvé refuge à Namisigima, d'autres à Kaya ou encore à Barsalogo ou bien d'autres localités, des points de chute sous pression déjà, car ayant enregistré un très grand nombre de déplacés internes. Le défi de leur prise en charge s'impose alors aux autorités et autres acteurs humanitaires. Et c'est dans ce contexte social difficile que les patrons de boulangerie menacent d'augmenter de 50 francs CFA le prix de la miche de pain. Ils donnent jusqu'au 15 décembre pour mettre leur menace à exécution si le gouvernement ne fait rien face à l'augmentation
du prix de la farine. Nous y reviendrons plus en détail dans nos prochaines éditions. Toujours sur le front de la lutte contre le terrorisme, sachez que des opérations conjointes de sécurisation des part et d'autre des frontières sont menées par plusieurs pays de la sous-région touchés par le phénomène. La dernière en date, baptisée Koudangou 4, vient de prendre fin. Elle a duré 4 jours. Plus de 5000 hommes venus de 4 pays ont été mobilisés. Résultat, 300 individus environ neutralisés, des bases terroristes détruites. C'est ce qu'a révélé le ministre de la Sécurité au cours d'une conférence de presse ce mardi. Les détails avec Arsène Konditamde. L'opération Koudangou 4 a concerné 4 pays de la sous-région, le Burkina Faso, le Ghana, la Côte d'Ivoire et le Togo. Au total, 5728 éléments ont été engagés sur le terrain. Le Burkina Faso a fourni le plus gros contingent, composé de 2050 hommes. 881 engins roulants et 6 vecteurs aériens ont été mobilisés. Une opération qui a duré 5 jours pour un bilan jugé satisfaisant dans les 4 pays participants. Ces activités de sécurité ont permis d'interpeller plus de 300 suspects, dont plusieurs étaient recherchés par nos services de renseignement, de saisir 53 armes à feu et d'importantes quantités de munitions, une importante quantité d'explosifs et de dynamique entrant dans la fabrication des EIE, 144 moyens roulants, véhicules et motocyclettes et une importante qualité de stupéfiants. Les forces de défense et de sécurité ont aussi détruit des champs de drogue, désamorcé des engins explosifs improvisés et déjoué des embuscades. L'opération Koudangou 4 a été planifiée à Bobo-Dioulasso. Au plan national, elle a concerné les régions du centre-est, du centre-sud, du sud-ouest et des Cascades. Au plan national, cette opération entièrement financée par le budget de l'État a produit les résultats suivants. 5 bases terroristes détruites, 41 suspects interpellés, une trentaine neutralisés lors d'affrontements avec nos unités dans les forêts du sud-ouest et des Cascades. Parmi eux, beaucoup étaient fichés et recherchés par nos services de renseignement ont été neutralisés. 7 véhicules, 14 motos et 10 cartons de munitions ont été saisis. La lutte contre ces groupes armés terroristes est devenue de plus en plus difficile du fait qu'ils bénéficient de complicité dans les différentes localités. Agir vite et discrètement semble être le leitmotiv pour mettre ses complices hors d'état de nuire. Il réaffirme en tout cas notre volonté de traquer ces complicités et surtout de travailler à ce que les terroristes n'aient plus ces viviers au niveau local pour les accompagner dans leur volonté, en tout cas, de détruire notre nation. La nouvelle vision à travers ces opérations conjointes est de donner plus d'impact aux actions sur le terrain. Les chefs d'État ont donné leur accord pour que ces opérations puissent se poursuivre dans d'autres zones. Maintenant, je vais vous lire ce décret sur la réouverture très prochaine des frontières terrestres et aériennes du Burkina Faso. Quelques articles de ce décret rapidement. Les frontières terrestres et ferroviaires du Burkina Faso sont ouvertes pour compter du 1er décembre 2021 à 0 heure. Toutefois, l'accès ou la sortie du territoire burkinabé par voie terrestre ou ferroviaire est subordonné au respect de l'une des conditions suivantes pour toute personne d'au moins 11 ans. La présentation d'une carte de vaccination passe vaccinal contre la COVID-19 d'au moins 14 jours attestant de l'achèvement du schéma vaccinal complet d'un vaccin, la présentation d'un document attestant d'un test PCR ou d'un test TDR négatif datant d'au moins 5 jours à compter de la date de prélèvement. Le test COVID-19 doit avoir été réalisé par une structure sanitaire agréée du pays du départ. Les voyageurs doivent en outre se soumettre aux conditions d'entrée éditées par le pays d'accueil. La liste des tests rapides ainsi que les conditions de paiement des frais des 10 tests seront arrêtées par voie réglementaire. Les conditions sanitaires éditées pour l'entrée ou la sortie par les frontières aériennes restent en vigueur.
Tout autre chose maintenant, et nous parlons du procès de l'assassinat de Thomas Sankara. Eh bien, ce matin, 2 témoins ont été appelés à la barre. Mousbila Sankara, ancien ambassadeur, et Fidel Toé, ministre du Travail et de la fonction publique. Le diplomate a déclaré que le lieutenant Gilbert Diendéré, en son temps, n'a pas commandité la mort de Thomas Sankara, mais il l'a fait. Devant le tribunal militaire, il estime que Gilbert Diendéré pouvait éviter cette mort. Il ne l'a pas fait, d'où cette déclaration. Quant à Fidel Toé, il reste convaincu que le complot de 20 heures facilité par Thomas Sankara qui faisait cas d'une éventuelle attaque contre Blaise Compaoré n'a jamais eu lieu. Le point de tout cela, Benjamin Kwame. L'ancien ambassadeur du Burkina Faso en Libye est d'abord revenu sur les conditions de détention dans les geôles du Conseil de l'Entente après l'assassinat de Thomas Sankara. Mousbila Sankara déclare avoir été torturé au vu et au su de Djibril Bassolé et Jean-Pierre Palme, l'un des accusés et chef de la gendarmerie à l'époque. Ils étaient tous là, donc bien au courant de ce que les soldats me faisaient, précise-t-il. Quand le parquet militaire lui demande sur les événements du 15 octobre, qu'est-ce que vous avez vu et entendu? Monsieur Sankara répond, ça c'est un flou artistique, donc je dois me méfier. Mais ce que je peux dire, c'est que si on doit situer les responsabilités, le général Gilbert Diendéré est responsable de la mort de Boukari Lengani et Henri Zongo, puisqu'en 89, soutient-il, Blaise Compaoré était hors du pays et Gilbert Diendéré était le chef de la sécurité. Vous avez vu les situations de Henri Zongo et de Lengani. Après, vous avez vu le sol en septembre. C'est-à-dire que c'est une ambition qui est là, latente. Il a les moyens et à chaque fois, il tente. Et moi, je vous dis que ce n'est pas fini. Les Henri Zongo et puis les Lengani ont été exécutés suite à une décision de justice. Est-ce que le général Diendéré était membre du tribunal qui les a condamnés? Est-ce qu'il faisait partie du peloton donc qui les a exécutés? Je ne vois pas Blaise Compaoré tuer Thomas Sankara. Pour l'ambassadeur, le capitaine Blaise disposait des mêmes prérogatives que Thomas Sankara. Le seul d'ailleurs à qui le président ne faisait pas de reproches. Mousbila Sankara explique que Blaise Compaoré a fabriqué des monstres comme Yassine Kafando et Gilbert Diendéré. Blaise craignait plus ses soldats que Thomas Sankara, peaufine-t-il. Pour l'ancien ambassadeur, ces deux hommes ne s'entendaient pas car l'un voulait montrer à Blaise Compaoré qu'il est le plus fort et fidèle. Il conclut alors que Blaise Compaoré avait peur du lieutenant Diendéré. Et toujours dans sa déposition, il demande au tribunal pourquoi depuis 1987 vous n'avez pas ouvert d'enquête pour aboutir à ce procès. Et c'est jusqu'à l'avènement de Yacouba Isaac Zida. C'est parce que vous aussi vous avez peur. Et moi aussi j'ai peur. Lâche-t-il. Mousbila Sankara est formel. Gilbert Diendéré n'a pas commandité la mort de Thomas Sankara. Il l'a fait. Pour justifier sa déclaration, il énonce que le général Diendéré savait que Yassine Kafando voulait tuer le président Thomas et il n'a rien fait. Alors, si celui qui est responsable de ce camp est présent et qu'il gère l'après Thomas, ça veut dire qu'il s'est entouré au moins des informations éventuelles concernant son assassinat. Et s'il ne le livre pas au problème qu'on en cherche, c'est qu'il est complice. Sinon, il peut dire, moi j'étais là-bas, c'est un grand faucon qui a mené un caillou, on a laissé tomber sur sa tête. Ah, là, vraiment, vous ne pouvez rien, c'est venu d'en haut. Mais tel qu'il s'est présenté, s'il ne dit rien, on n'a même pas besoin d'un clerc pour montrer que c'est lui. Pour la défense, ces accusations n'interviennent pas dans les charges retenues contre Gilbert Diendéré, notamment l'infraction d'attentat à la sûreté de l'État. Il estime qu'il aurait pu arrêter ce coup d'État, mais il ne l'a pas fait. Voilà. Donc c'est sa pensée. Et je répète que l'infraction d'attentat à la sécurité de l'État, c'est une infraction d'action, de commission. Ça nécessite donc que l'agent commette des actes positifs pour parvenir donc au résultat. L'ancien ministre du Travail et de la fonction publique, dans son explication, fait comprendre qu'il a échangé avec Thomas Sankara 1 heure avant qu'il ne soit assassiné, sur le supposé complot de 20 heures qui énonce que Thomas Sankara voulait attaquer Blaise Compaoré et qu'il y aurait des mésententes entre les 4 leaders de la révolution. Fidel Toé indique que toutes ces rumeurs ont été aplanies le 14 octobre 1987 lors d'une réunion.
De quoi conforter la position de la partie civile. Je pense qu'à partir d'aujourd'hui, on peut dire très clairement que le complot de 20 heures qui a été un alibi n'était donc qu'un alibi sans aucun fondement. On peut aussi dire, à l'analyse en tout cas du dernier témoignage, notamment celui de M. Toé, que ce coup d'État était très bien préparé. À la confrontation entre Fidel Toé et l'accusé Jean-Pierre Palme sur les questions d'arrestation, le colonel Palme ne reconnaît pas ces déclarations à son encontre. L'audience se poursuit ce mercredi 1er décembre avec le témoin Serge Théophile Balima. Direction maintenant Bobo du Lasso, où il y a eu finalement plus de peur que de mal après l'incendie qui a ravagé entièrement l'immeuble Webgo situé sur le boulevard de l'Indépendance. Pas de pertes en vies humaines, mais d'énormes dégâts matériels. L'enceinte hébergeait, il faut le préciser, les bureaux de quelques services. Le personnel, fort heureusement, était absent au moment où s'est déclenché l'incendie. Il était autour de 21h30 la nuit d'hier. Mariam Serré, surtout Justin Dabiré. La belle image que donnait de voir l'immeuble El Hadj Webgo, situé sur le boulevard de l'Indépendance, a fait place ce mardi matin à un immeuble complètement décimé par des flammes. Un gigantesque incendie qui a débuté dans la nuit de lundi à mardi aux environs de 21h30 a entièrement calciné le bâtiment. Hier nuit, nous étions au Grincan, nous avons aperçu des flammes. C'était petit au début, puis ça prenait de l'ampleur au fur et à mesure. Nous avons appelé les sapeurs-pompiers. Nous nous sommes mis avec eux pour éteindre les flammes. Nous avons quitté les lieux aux environs de minuit, alors que l'incendie a commencé aux alentours de 21h30. Nous ignorons la cause. Nous avons juste vu le feu se propager. L'incendie qui s'est déclenché au 4e étage du bâtiment a fini par embraser tout l'immeuble, y compris les installations de l'agence Coris Baracas située au rez-de-chaussée du bâtiment. Aucune perte en vie humaine, mais d'importants dégâts matériels sont constatés. Effectivement, c'est aux environs de 21h50 que nous avons reçu des demandes de secours pour feu dans un immeuble R+4 à usage commercial. Rapidement, nous avons envoyé les moyens sur les lieux et à notre arrivée, le bâtiment était déjà totalement embrasé et les opérations consistaient à protéger les habitations voisines et engager l'extinction et poursuivre la reconnaissance pour être sûr qu'il n'y a pas de victimes à l'intérieur. Fort heureusement, je dirais, après nos reconnaissances, nous n'avons pas enregistré de victimes intoxiquées par les fumées ou brûlées, mais il faut dire que les dégâts d'ordre matériel sont considérables. D'abord, saluer et dire merci aux sapeurs-pompiers qui vraiment circonscrit le feu sur les populations, les habitations aux alentours du bâtiment. Merci à ces braves hommes qui ont pu vraiment circonscrire le feu. Et également dire merci à la population riveraine parce qu'on a vu leur solidarité, leur mobilisation pour accompagner donc les sapeurs-pompiers. Pour l'heure, on ne connaît pas encore les causes de cet incendie. Mais sur les lieux du drame, on pouvait apercevoir des équipes de la police et de la gendarmerie à la recherche d'éventuels indices qui auraient occasionné l'incendie. Quel est l'impact des réalisations et des investissements socio-économiques faits dans le cadre des célébrations tournantes du 11 décembre? Eh bien, une étude réalisée par le CAPES, Centre d'analyse des politiques économiques et sociales, a été faite sur la période 2008-2020. Eh bien, ce document révèle que ces célébrations ont eu pour avantage d'améliorer les infrastructures urbaines des chefs-lieux de région, même si la qualité des infrastructures laisse à désirer. Ce rapport note également que la commémoration tournante est bien perçue par la majorité de la population. Achmed Boy, pour plus de détails. 95% de la population burkinabé apprécie l'idée de l'organisation tournante du 11 décembre dans les régions du pays et souhaite sa poursuite. C'est ce qui ressort de l'étude réalisée par le CAPES, Centre d'analyse des politiques économiques et sociales. Une étude qui évalue l'impact des investissements socio-économiques du 11 décembre au Burkina Faso de 2008 à 2020.
318 km de routes bitumées, 3623 parcelles aménagées et viabilisées, 3192 maisons construites. Ce sont là quelques acquis de cet événement. Si ces festivités ont contribué à transformer qualitativement l'écosystème urbain des chefs-lieux de région, l'on note cependant des insuffisances. C'est la question de la qualité des infrastructures. En tout cas, plus de 2/3 de la population n'a pas une bonne appréciation de la qualité des infrastructures. Et aussi, on estime qu'il y a des disparités interrégionales entre FADA et puis les dernières régions, par exemple. Les investissements, c'est dans l'ordre du jour et de la nuit. Il y a eu aussi au sein d'une même région des inégalités. Vous voyez, le chef-lieu de région bénéficie de beaucoup d'investissements et les autres chefs-lieux de province se plaignent. Donc tout ça, c'est des insuffisances à corriger. Les résultats de cette étude seront pris en compte par le gouvernement, rassure le ministre en charge de l'administration territoriale. Quant au report des festivités du 11 décembre à Zignaré, il n'aura pas d'impact sur les investissements engagés. Cependant, on va se donner le temps de bien finaliser ce qu'on a commencé, ça au moins. Et peut-être que certaines actions n'ont pas encore bien démarré. On pourra donc, à terme, présenter des infrastructures de bien meilleure qualité, parce qu'on a eu plus de temps pour les finaliser. Zignaré marque la dernière étape des célébrations tournantes de la fête de l'indépendance. Un nouveau cycle de la fête tournante est envisagé afin de corriger les inégalités entre les régions et investir dans d'autres chefs-lieux de province, indique Clément Sawadogo. Eh bien, on reste encore dans le domaine de la décentralisation, mais dans un espace plus grand, celui de l'UEMOA, le programme régional d'appui à la décentralisation dans l'espace de l'Union économique et monétaire ouest-africaine, est jugé lui aussi positif. C'est ce qui découle du bilan des activités du PRA2 qui a été fait il y a quelques semaines. Plus de détails et les éléments de réponse avec surtout Justin Dabiré. Prennent part à la deuxième réunion du comité de pilotage du programme régional d'appui à la décentralisation dans l'espace UEMOA, les présidents des conseils régionaux de l'espace Escabo, Sikasso, Korogo, Bobo Dioulasso, les maires des communes bénéficiaires des forages, l'UEMOA et des experts en microfinance. Ils dressent le bilan de la mise en œuvre des activités du PRA2. Le bilan, nous disons qu'il est largement positif. Quand on dit un bilan positif, ça ne veut pas dire qu'il y a une satisfaction entière. Le fait déjà que les bailleurs de fonds, à travers l'UEMOA, puissent comprendre qu'il y a une nécessité de financer dans d'autres espaces, quel que soit le montant, nous exprimons notre satisfaction. Au regard des besoins et des financements acquis, c'est vrai, il y a vraiment une adéquation, parce que les besoins simples de la Bagoué sont estimés aujourd'hui en termes d'eau à 194 forages. Les besoins de la région des Hauts-Bassins, c'est plus de 200 forages. C'est pour ça que nous allons essayer de regarder ce que nous pouvons faire encore mieux en tenant compte des difficultés actuelles. Comme je le disais tantôt, nous avons en ce moment des problèmes de terrorisme et il faut qu'on en tienne compte. On va discuter de tout ça, voir comment la coopération transfrontalière peut faciliter l'ensemble des programme de développement de la région. Le programme régional d'appui à la décentralisation dans l'espace UEMOA PRA2 est une initiative du gouvernement français à travers son ambassade au Burkina Faso en collaboration avec le Conseil des collectivités territoriales. Il a pour ambition de permettre une meilleure intégration des peuples à la base à travers la réalisation d'équipements au profit des populations de l'espace Escabo. On a pensé que les acteurs à la base, qui sont les collectivités territoriales, sont des maillons très forts pour pouvoir impulser le développement. C'est pour cela qu'à travers le Conseil des collectivités territoriales, il y a une place de choix, une place importante qui est réservée aux collectivités territoriales à travers des programmes d'envergure. Nous avons par exemple le programme régional d'appui à la décentralisation financière et le programme de coopération transfrontalière locale qui sont des programmes dédiés à accompagner les collectivités territoriales dans leurs efforts. À la fin de la session, les participants ont visité le forage réalisé à Yegresso dans le cadre du PRA2. Un forage qui permet aux populations du village, notamment les femmes, d'accéder à l'eau potable. La 12e édition des universités africaines de la communication de Ouagadougou, UACO, a refermé ses portes ce week-end
durant 3 jours. Cette rencontre de partage d'expérience a réuni plusieurs experts et professionnels de la communication. La réflexion était axée, entre autres, sur l'information journalistique. Au titre des recommandations, les participants ont invité les journalistes à travailler davantage pour rester professionnels dans le traitement des informations. Maxime Boudou. À cette 12e université africaine de la communication de Ouagadougou, les communications sont axées sur la responsabilité des acteurs de l'information dans un contexte de crise sécuritaire. Comment donner l'information juste et à temps face à cette multitude de médias concurrentiels? Avec la vulgarisation du numérique, les canaux de communication ont connu un boom et chaque utilisateur est devenu un porteur d'informations. Le grand hic est que la régulation des informations pose toujours problème et les fake news fusent de partout, constituant ainsi une menace pour le traitement de l'information par les journalistes. Je pense qu'ils en sont très conscients. Eux, ce sont des professionnels. Ils ont justement une grande responsabilité devant les médias et devant, on va dire, l'opinion publique. Alors que les réseaux sociaux, n'ont pas de responsabilité vis-à-vis des citoyens, vis-à-vis, si vous voulez, des peuples auditeurs et spectateurs et lecteurs. Donc ce n'est pas les mêmes dimensions. À tel point que les journalistes eux-mêmes, ceux qui sont journalistes professionnels, doivent comprendre qu'ils ont une haute responsabilité vis-à-vis de la société. Ils ont des comptes à rendre à la société, alors que l'internaute, qui produit et diffuse son information, à la limite, n'a pas de grande responsabilité vis-à-vis de l'opinion. À cette rencontre, les professionnels de l'information partagent leurs expériences pour contrer les insuffisances des nouvelles technologies de la communication. Les universités africaines de la communication de Ouagadougou sont donc une tribune pour servir de phare qui éclaire sur les outils à saisir pour promouvoir la liberté d'expression et des droits humains. Le travail d'information et de communication, que ce soit le journaliste ou bien le communicant ou communicateur, c'est qu'en situation de crise, il faut faire attention. L'information devient plus sensible. L'autre élément aussi, c'est qu'il ne faut pas que le journaliste se transforme en communicant. Et l'autre élément aussi, c'est qu'il faudra développer la communication publique. La communication publique qui est très loin de la communication politique, qui est une communication d'intérêt général, qui s'adresse à toute la population sans distinction. Les participants ont fait des recommandations. Parmi ces propositions, il y a la mise en place de normes idoines favorisant une saine utilisation de l'Internet. Et puis, pour terminer, un petit clin d'œil à nos braves agriculteurs. Ce samedi 20 novembre, s'est tenue la 15e édition des Journées des producteurs du Kourouégo, c'était à Boussé. Une rencontre pour valoriser les produits agricoles, mais également les acteurs qui œuvrent au quotidien pour l'autosuffisance alimentaire dans la province et pour le Burkina Faso en général. Benjamin Kwame. Ce sont des producteurs de céréales, de maraîchers, de l'embouche bovine, de produits forestiers non ligneux, des apiculteurs, pour ne citer que ceux-ci. Au nombre de 39, ils sont primés avec du matériel issu de leur domaine d'activité. C'est à l'occasion de la 15e édition des Journées des producteurs du Kourouégo, une initiative de Hati, l'association Tengyalgré, qui entend valoriser ces produits, les acteurs du domaine, mais également attirer l'attention des décideurs politiques pour une inclusion alimentaire optimale dans la province. On a créé cette journée-là pour pouvoir vendre nos produits, montrer notre produit et pouvoir parler avec des autorités. Les jurys ont fait 3 jours pour travailler pour sélectionner les meilleurs producteurs pour nous donner, pour qu'on puisse récompenser ces meilleurs producteurs. Ces producteurs venus de l'Aï, Surgoubila, Niou et Boussé ont célébré durant 48 heures cette 15e édition autour de la thématique liée au développement du secteur agro-silvopastoral, contribution des acteurs non étatiques dans un contexte de solidarité nationale. Et c'est cette solidarité qu'est venu témoigner le député Raphaël Kouama. Nous sommes là aujourd'hui pour accompagner l'association Tengyalgré. Vous savez que dans ces dernières années, il y a le terrorisme. Mais ensuite, si nous avons le problème du terrorisme, ensuite la famine, ça ne va pas être facile. Nous sommes là pour essayer de voir quelles sont les lois qui peuvent en tout cas faire en sorte que nos cultivateurs puissent progresser dans leur travail. Donc c'est très nécessaire que les autorités
autorités, notamment, puissent accompagner les agriculteurs. Après ces distinctions et encouragements, l'association Tenyalgré marquera un suivi à l'endroit des bénéficiaires, lesquels est matérialisé par des conseils pour des rendements meilleurs dans les différents secteurs d'activité de tous ces producteurs. Voilà, et c'est ici que prend fin ce journal. Merci de l'avoir suivi et merci encore une fois de votre fidélité. On se retrouve donc demain à 19h30. Bonsoir, au revoir.